Bonjour à tous et bienvenue sur Chronoflexion pour la seconde partie de ce dossier sur la luminescence. Et comme vous avez été tous très patients, eh bien commençons sans plus attendre après le générique. Alors pour cette deuxième partie de notre dossier sur la luminescence, on va aborder l'évolution des matières lumineuses dans le secteur de l'horlogerie. Vous avez tous ou presque tous entendu parler de Luminova, Superluminova, Lumibright ou Chromalight, et pour ceux qui s'intéressent aux montres vintage, de radium et de tritium. Quand et pour quelles raisons ces luminophores ont-ils été adoptés dans le secteur de l'horlogerie? Quels problèmes posent-ils au fil des ans? Lesquels faut-il privilégier ou éviter de porter sur votre petit poignet? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Sans plus tarder, on va s'attaquer à la matière luminescente la plus extraordinaire, mais aussi la plus dangereuse pour l'organisme humain, le radium. Le docteur George F. Kunz serait le premier à avoir eu l'idée de peindre les aiguilles de sa montre avec du radium. Ce type de luminophore radioactif a ensuite été utilisé pendant plusieurs décennies, du début au milieu du siècle dernier, non seulement dans le secteur horloger, mais également militaire et même cosmétique dans les années 20. Alors il faut remonter à 1898 avec la découverte du radium par Pierre et Marie Curie. En 1911, Marie Curie obtient le prix Nobel de chimie pour avoir, je cite, découvert le radium et le polonium, avoir isolé le radium et avoir étudié la nature et les composés de cet élément remarquable. Et ceci juste avant la Première Guerre mondiale, une belle opportunité pour faire bénéficier les équipements militaires de cette avancée scientifique qui pourrait s'avérer particulièrement utile dans les tranchées la nuit tombée, dans les cockpits des flottes aériennes, ainsi que pour la marine. Une belle opportunité saisie par la famille de Guido Panerai qui, en collaboration avec le capitaine de corvette Carlo Ronconi, développa au tout début de la Première Guerre mondiale une poudre de phosphore à base de bromure de radium stimulée par le sulfure de zinc afin de rendre luminescents les cadrans des instruments de précision, tels que des mécanismes de visée de combat naval que Panerai fournissait à la marine italienne. La référence au non-radiomir pour cette poudre est documentée dans l'addendum du brevet déposé en France le 23 mars 1916. C'est ainsi qu'une lignée de montres de chez Panerai a été baptisée d'après le nom de cette substance brevetée. Aujourd'hui encore, on peut acheter une Panerai Radiomir, mais rassurez-vous, les modèles récents ne contiennent plus du tout de radium. Mais reprenons notre chronologie. En 1917, cette peinture luminescente a été diffusée auprès du grand public sous le nom commercial de Undark. Undark appartenant à la US Radium Corporation qui initialement produisait de l'uranium à partir de minerais de carnotite, puis s'était orienté vers la fabrication de peintures luminescentes. Alors pour les férus de science, la carnotite est une espèce minérale formée d'hydrate d'uranium et de potassium. Or, cette peinture, hautement toxique, vous pouvez l'imaginer, était appliquée sur divers objets du quotidien, des montres et des pendules bien sûr, mais aussi des interrupteurs électriques, des lampes de poche, des boussoles et plein d'autres produits de la vie quotidienne avec lesquels on allait rentrer en contact. Cette peinture luminescente était appliquée dans des usines aux États-Unis et au Canada, mais aussi en Suisse, par des jeunes femmes qu'on appelait les radiumineuses, les fameuses Radium Girls, qui avaient reçu pour instruction d'effiler les pinceaux à la bouche. Sans que ces jeunes femmes en soient informées, le produit était hautement radioactif et donc cancérigène. Alors il faut quand même resituer le contexte. Alors même qu'on connaissait déjà la toxicité du radium à l'époque, de petites quantités de radium étaient considérées comme bénéfiques pour la santé. Et il était tout à fait possible d'acheter des allumettes, des crèmes de beauté, du savon, du dentifrice, de l'eau minérale même enrichie au radium pour vous donner du peps, et c'était soi-disant approuvé par l'Académie de médecine. En Europe, on peut même trouver la marque Iradia qui vendait des sous-vêtements radioactifs qui étaient mis en valeur pour aller skier. Ah oui, j'imagine que le radium, ça doit bien chauffer quand même. Certaines publicités promettaient même des années de vie supplémentaires pour ceux qui consommaient du radium. Prendre de la radioactivité, c'est absorber la vie, disait la publicité de Radiovie, un vendeur de pilules prescrites pour les personnes anémiques et déprimées. Mais revenons à nos Radium Girls, qui, désinhibés par ce marketing positif, peignaient leurs ongles, leurs dents, leur visage avec la peinture phosphorescente fabriquée à l'usine, parfois pour surprendre leur petite amie quand les lumières s'éteignaient. Les Radium Girls croyaient même qu'elles seraient en meilleure santé en travaillant avec ce matériau certes révolutionnaire et d'ailleurs le plus cher au monde à l'époque, puisqu'il coûtait l'équivalent de 2,2 millions de dollars par gramme en monnaie actuelle, mais la réalité les a tristement rattrapés. Tout comme le calcium, le radium se fixe sur les os et finit par les dégénérer. Beaucoup de femmes ont commencé à souffrir d'anémie, de fractures osseuses et de nécrose de la mâchoire,
et plus tard apparurent des tumeurs cancéreuses des os, ces os qui allaient aussi se mettre à briller dans le noir, et lorsque l'une de ces jeunes filles passait devant le miroir la nuit et y voyait son reflet spectral apparaître, elle savait que son destin était scellé. Les radiomineuses reçurent ainsi un autre surnom plutôt lugubre, celui des filles fantômes. Ces jeunes ouvrières sont mortes pour la plupart entre 1928 et 1933. En 1925, 5 ouvrières parvinrent à attraire leur employeur devant les tribunaux du New Jersey. Et cette fameuse affaire, celle des Radium Girls, eut un retentissement international et figure parmi les premières dans laquelle un employeur a été déclaré responsable de la santé de ses employés aux États-Unis. Ce procès, dont le verdict retentissant fut délivré en 1937, confirmé par la Cour suprême en 1939, fut à l'origine de nouvelles législations protectrices des salariés et de la création de l'Agence fédérale de la protection des travailleurs américains. Mais dès 1928, les dangers du radium ayant été exposés au monde entier, la technique de pointage des lèvres prit fin et les manipulateurs de l'élément radioactif recevaient un équipement de protection complet. Alors en Suisse, qu'est-ce qui s'est passé en Suisse? La plupart des radiomineuses n'ont pas souffert des mêmes maladies. Et pourquoi? Parce qu'elles travaillaient avec un stylo ou un poinçon. Il n'y avait donc pas de contact direct avec les muqueuses. Mais certaines de ces femmes qui travaillaient à domicile avaient néanmoins absorbé des doses extrêmement élevées au fil des années en affinant la pointe de leur pinceau avec la commissure des lèvres, comme on le faisait dans les usines aux États-Unis. Ceci étant dit, les cas de contamination radioactive seraient restés plus limités en Suisse qu'aux États-Unis. Malgré les dangers pour la santé du radium, cette peinture radioactive elle a été utilisée pendant de nombreuses autres années, et notamment en Suisse. Et ce n'est qu'à partir de 1963 que la législation suisse en matière de radioprotection soumet à autorisation la manipulation et les travaux avec du radium, et le travail à domicile n'était bien sûr plus autorisé, avec une obligation d'informer les personnes travaillant dans l'horlogerie sur les risques du radium et une obligation de procéder à des contrôles médicaux réguliers. La législation helvétique s'est poursuivie en restreignant drastiquement le taux de radioactivité toléré dans les objets de consommation courante, provoquant ainsi la fin de l'utilisation du radium dans le secteur de l'horlogerie dès son entrée en vigueur en 1964. Le radium fut substitué par le prométhium et le tritium, moins radioactifs. Et là encore, on doit l'utilisation du tritium dans le secteur horloger à Panerai, avec sa technologie Luminor, développée en 1949, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Mais ce qui posa problème, et pose toujours problème aujourd'hui, ce sont ces quantités de minerais inutilisés dont on a pu se débarrasser dans les décharges, ou encore qu'on a pu enfouir sous les bâtiments des usines qui durent fermer leurs portes, et c'est un véritable scandale écologique dont on découvre chaque année un petit peu plus l'ampleur. Aux États-Unis, l'EPA, l'Agence de la protection de l'environnement américain, a remis en état l'ancien site de l'usine US Radium, ainsi que 250 résidences et établissements commerciaux de 1997 à 2005, à l'issue de tout un processus qui a impliqué l'excavation et l'élimination de matières contaminées par le radium. Mais en Suisse alors? En Suisse, on découvre progressivement, jusqu'à récemment, la négligence perpétrée par certains industriels qui se sont contentés de cacher les restes de minerais radioactifs sous certains immeubles qui abritaient leurs ateliers de fabrication ou qui ont jeté tout cela par les canalisations qui font encore grimper le compteur Geiger. Il a fallu attendre la publication dans les médias en juin 2014 d'une liste de sites potentiellement contaminés pour que l'Office fédéral de la santé publique, l'OFSP, élabore son plan d'action radium qui a débuté en 2015 et qui avait pour but de rechercher l'historique des bâtiments potentiellement contaminés, de les diagnostiquer et de réaliser un assainissement en cas de dépassement de la limite radioactive légale. Mais bon, on va pas trop dramatiser non plus parce que le niveau d'exposition des personnes résidant dans des habitations où du radium a été manipulé par le passé est bien inférieur à celui des travailleurs du radium chez lesquels des cancers ont été observés. En effet, les retours d'expérience des mesures réalisées dans des sites contaminés montrent que le risque d'exposition au rayonnement ionisant y est généralement inférieur à 1 millisievert par an, c'est-à-dire inférieur à la valeur limite de dose tolérée pour la population suisse, à des doses de rayonnement de l'ordre de 1 millisievert. La probabilité d'augmentation du risque de cancer peut être considérée comme négligeable. On ne préconise une mise à l'abri des populations qu'à partir de 10 millisieverts. Venons-en au tritium. Alors même que le radium n'était pas encore interdit, sa haute teneur radioactive n'était pas pour assurer et posait déjà problème à Panerai qui devait utiliser une très forte quantité de produits luminescents et donc de radium pour la manufacture de ses cadrans sandwich. Alors comme vous le savez déjà, ce type de cadran se compose de plusieurs couches. Le cadran avec des index prédécoupés et une plaque sous-jacente qui, elle, est luminescente. Ces cadrans donnent une impression de profondeur, mais c'est leur côté pratique qui prime sur l'élégance et il n'était donc pas question pour Panerai de l'abandonner. Que faire donc pour réduire la radioactivité de ce cadran? Eh bien, Panerai a trouvé la parade en utilisant du tritium au lieu et place du radium, et c'est ainsi qu'est né
Luminor, développée, comme nous l'avons déjà dit, en 1949. Par la suite, cette technologie a été largement adoptée par l'industrie horlogère lorsque le radium fut entièrement interdit. Et c'est ainsi que dès 1964, on peut retrouver ce fameux T cerclé proche du centre du cadran, ou en plus petit à gauche et à droite de la mention Swissmade, tout en bas des cadrans pour les montres fabriquées en Suisse évidemment, et cela signifiait que la montre était en conformité avec le taux de radiation toléré par la législation en vigueur. Et pour plus de détails sur ces marquages, je vous renvoie évidemment vers la première partie de ce dossier. L'évolution suivante est intervenue en 1988. De nombreuses recherches ont été produites de manière quasi obsessive sur le taux de radiation émis par les montres militaires, dont les cadrans étaient peints au tritium, et il a été remarqué que lorsqu'elles étaient entreposées quelque part, des gros stocks si vous voulez, ou lorsqu'elles étaient transportées par container, leur signature radioactive à ce moment-là était très importante, ce qui posait évidemment problème. Alors l'armée américaine a fini par trouver une solution à ce problème, solution qui a été ensuite adoptée par d'autres corps militaires, et ça consistait à enfermer le tritium sous forme de gaz dans des petits tubes en verre dont la face interne était recouverte de sulfure de zinc. Alors pourquoi ça marche l'enfermement du tritium dans des petits tubes en verre? C'est parce que le rayonnement bêta, comme on l'a vu dans la première partie de ce dossier, est facilement bloqué par le plastique ou le verre, en tout cas tant que l'objet n'est pas cassé ou brûlé. Alors grosse question, qu'en est-il de la dangerosité des montres peintes avec ces matières radioactives? Eh bien on peut lire dans le mémoire de 2012 de Marion Daval sur la radioactivité dans les objets patrimoniaux que le verre des montres au radium ou au tritium atténue leur rayonnement. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Mais on peut aussi lire que si les montres en bon état ne représentent pas un risque élevé, en revanche, les montres cassées peuvent représenter un risque d'irradiation externe, voire interne, et de contamination. Les peintures luminescentes ont en effet tendance à s'écailler et à faire une fine poussière radioactive. Il est donc fortement recommandé de ne pas ouvrir les cadrans, même pour une restauration, ce qui pose un peu problème. Alors ceux qui ont une expérience dans la restauration pourront éventuellement valider ce que je viens de vous dire ou pas, moi je ne suis pas expert. Et dans tous les cas de figure, il est recommandé de tester le taux d'irradiation des montres vintage. Après, il faut bien sûr se rappeler que les radioactivités du tritium s'atténuent fortement après 12 années. Par contre, pour le radium, c'est une autre histoire. Alors, pour nous effrayer encore un petit peu plus, une étude menée par la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité avait constaté que le tritium contenu dans les peintures luminescentes ne peut pas être confiné. Il pénètre par la peau et irradie l'intérieur de l'organisme. Le taux de radioactivité mesuré dans l'urine d'une personne qui a porté une montre avec du tritium pendant plusieurs heures s'élève à plusieurs centaines de milliers de becquerels par litre, 1000 fois plus que le taux naturel. À ce niveau-là, ce n'est pas dangereux pour l'organisme, mais il y a néanmoins un risque car on dépasse les normes internationales de radioprotection. Alors, on va tout de suite dédramatiser, il s'agit de faibles doses, qui sont en dessous des limites imposées par la norme ISO 3157, mais on est quand même au-dessus du seuil négligeable. Et c'est d'autant plus inquiétant pour une femme enceinte ou pour une personne fragile. Tout dépend ensuite de la fréquence à laquelle on porte sa montre, de nuit comme de jour. Mais encore une fois, je ne suis ni un docteur en médecine et encore moins un expert en radioactivité, donc je vous invite à vérifier toutes les informations que je vous délivre dans ce dossier. Alors quid des montres plus modernes, celles qui disposent de tubes radioluminescents au tritium? Là encore, j'ai fait des petites recherches et je suis tombé sur un billet très intéressant de Stéphane Billard et dans lequel il démontre que si un utilisateur casse tous les tubes de sa montre et inhale l'intégralité du tritium qu'elle contenait, scénario très peu probable, eh bien la radioactivité effective reçue par cet individu serait l'équivalent de 4 heures de la dose moyenne d'exposition que les Français reçoivent en moyenne chaque jour, c'est-à-dire rien du tout en fait. Et en tout état de cause, beaucoup moins que la dose reçue lors d'un vol Paris-New York. Alors que faire si vous cassez les tubes au tritium de votre montre? Eh bien en extérieur, rien du tout, le tritium étant un gaz similaire à l'hydrogène, il part aussitôt en altitude. Et en intérieur, et par précaution, vous aérez simplement la pièce 30 minutes pour éviter que le tritium ne se mêle à de l'eau condensée, car l'eau tritiée est davantage absorbée par le corps que le tritium gazeux. Je ne le savais pas. Donc, très peu de danger en somme, mais sachez toutefois qu'en France, un décret en date du 4 avril 2002 dispose qu'est interdite toute addition intentionnelle de radionucléides artificiels et naturels, y compris lorsqu'ils sont obtenus par activation dans les biens de consommation et les produits de construction. Sont également interdites l'importation et l'exportation s'il y a lieu sous tout régime douanier, ainsi que le placement en magasin et aire de dépôt temporaire de tels biens et produits qui auraient subi cette addition. Donc en somme, si vous commandez une montre tritiée sous quelque forme que ce soit, elle risque donc d'être bloquée en douane. Bon, maintenant qu'on sait tout ou presque sur les matières luminescentes radioactives,
on va passer aux matières luminescentes non radioactives, puisqu'elles ont été découvertes et inventées au final pour suppléer aux matières luminescentes qui posaient problème pour la santé. Donc on va faire un petit saut dans le temps maintenant, puisqu'on se retrouve en 1993, date à laquelle l'entreprise japonaise Nemoto Co. élabore un luminophore fabriqué avec des pigments à base d'un alloxyde non radioactif, appelé aluminate de strontium, et qu'elle fait breveter en 1994 et qu'elle licencia ensuite à d'autres fabricants et marques de montres. Alors Kenzo Nemoto avait déjà commencé son activité dans les peintures luminescentes en 1941, où il avait été sollicité pour équiper l'aviation et les sous-marins militaires japonais en jauges et compteurs luminescents durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais les affaires se faisant plus rares après la guerre, M. Nemoto commença à peindre les aiguilles et les marqueurs des horloges. Il faisait ça à domicile et il se consacra plus tard à appliquer ses peintures magiques sur les montres et uniquement sur les montres. C'est alors que naquit l'entreprise Nemoto Co. en 1962 qui développa une nouvelle technologie de pigmentation phosphorescente, plus tard connue officiellement sous le nom de Luminova en 1993. Peu de temps après, Nemoto lance un partenariat avec l'entreprise RC Tritech AG pour commercialiser le Luminova en Suisse. En 2007, RC Tritech lance son Super Luminova qui surpasse le brevet initial et fut réservé uniquement au secteur horloger. Nemoto a aussi licencié une dérivation de son photophore à Seiko pour la fabrication de son LumiBright, qui a été lancé à peu près au même moment où Timex lançait sa collection de montres Indiglo. La campagne marketing de Seiko prétendait que leurs montres équipées de LumiBright brillaient 10 fois plus qu'auparavant sans avoir à pousser aucun bouton. Et pan pour Indiglo, qui, comme vous le savez, fonctionne à l'électricité. Cette substance élaborée à base de terres rares désactivées permet de produire une peinture luminescente qui se recharge en exposant à la lumière ambiante et réémet ensuite une lumière plus douce pendant plusieurs heures, comme nous l'avons déjà vu dans la première partie de ce dossier. Et contrairement aux substances à base de composés radioactifs, celle-ci ne présente aucun danger et a une durée de vie illimitée. Après, moi j'éviterai d'en boire des quantités. Elle fut progressivement adoptée par l'industrie horlogère, Rolex par exemple l'a adoptée à partir de 1998, mais aussi bien d'autres industries, celles par exemple investies dans le secteur de la signalétique lumineuse. Mais il se trouve que la rémanence lumineuse du Luminova n'était pas suffisante pour satisfaire au cahier des charges des différents constructeurs horlogers. Est alors apparue une version améliorée du Luminova, le Super Luminova, qui, à l'inverse de son prédécesseur, a été entièrement réservé aux horlogers. Le Super Luminova offre une grande variété de pigments luminescents. Les plus connus et rémanents sont le C3 et le BGW9. C'est en 2015 que RC Tritech met au point son grade A, suivi du grade X1, qui est, selon les dires de l'entreprise, actuellement numéro 1 sur le marché. La durée de visibilité nocturne aurait augmenté d'un facteur de 1.6 au minimum avec ce nouveau grade. Et Rolex dans tout ça? La première fois qu'on entendit parler de Chromalight, c'est à peu près au moment où Rolex lançait sa Deep Sea Sea Dweller, si je ne me trompe pas, en 2008. Tout cela semblait très excitant, mais beaucoup de propriétaires de ces nouvelles Deep Sea Sea Dweller trouvaient que la luminescence verte de leur vieille Submariner GMT Master 2, elle brillait un peu plus que ce nouveau matériel. Malgré tout, c'est toute la lignée des Rolex qui ensuite s'équipa de Chromalight, qui est du reste une très belle peinture luminescente dont on peut apprécier ce joli effet bleuté qui ressemble fort à un Super Luminova C9. Bien que l'on ne connaisse pas vraiment les ingrédients qui composent le Chromalight, de forts soupçons pèsent sur le fait qu'il ne s'agirait en fait que d'un Super Luminova réalisé à base d'aluminate de strontium. Mais bien sûr, cette information n'a jamais été confirmée par Rolex. Alors, s'il s'agit de la même substance, la différence observée dans la rémanence lumineuse entre le Super Luminova et le Chromalight pourrait provenir de la manière dont cette substance est appliquée aux aiguilles et aux marqueurs. De même que Lumtech, qui a créé sa propre application de peinture luminescente appelée MDV pour Maximum Darkness Visibility, qui consiste en l'application de 6 à 8 couches de Super Luminova. La réalité, c'est que Chromalight ne semble pas vraiment plus brillant que le Super Luminova vert. Du moins, pas parce que l'œil nu considère comme brillant, mais il semblerait que sa rémanence lumineuse dure un peu plus longtemps. Une chose est certaine néanmoins, c'est que Rolex est propriétaire de la dénomination commerciale Chromalight et que donc on ne peut pas trop en parler en mal. Mais la vraie question qui se pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis l'interdiction des substances radioactives en 1964 et jusqu'à l'invention du Luminova en 1994? Qu'est-ce qu'on utilisait comme matériau luminescent? Il semblerait que le radium fut toujours utilisé pendant quelques temps encore, ici et là, notamment sur des montres russes, que le tritium fut également longtemps utilisé jusqu'en 1998 par Rolex et par Omega. Mais qu'est-ce qu'on utilisait alors sur les montres grand public européennes? La Kelton de mon enfance des années 80 par exemple, qu'il fallait activer à la lumière comme le Luminova. J'imagine qu'on recourait à du sulfure de zinc mélangé à quelques autres composés chimiques,
avec de piètres performances luminescentes. On parle de 10 fois inférieur au Luminova. Ou bien un mélange précurseur du Luminova. Nemoto s'étant investi dans l'élaboration d'une peinture luminescente non radioactive depuis Hiroshima, on peut imaginer qu'il a dû inventer toutes sortes de mélanges non radioactifs jusqu'à son aboutissement avec le Luminova. Qui sait? Malgré le fil rouge tiré, les questions posées à mon entourage, je n'ai pas réussi à découvrir avec exactitude de quel matériau il aurait pu s'agir précisément. Cela restera peut-être un mystère enfoui dans les années 70 et 80, à moins que vous ne m'apportiez des réponses supplémentaires, ce que j'espère. Et c'est à ce moment crucial où la seconde partie de ce dossier prend fin que je me perçois que j'ai encore oublié d'allumer mon rétroéclairage. Et c'est quand même bien mieux avec un rétroéclairage, on est bien d'accord. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce dossier. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter si vous avez des remarques à faire ou des questions à poser. Sachant que je ne suis pas un expert de la radioactivité ni un médecin, donc inutile de me poser des questions non plus trop techniques. Et n'oubliez pas de vous abonner.